Yorkshire, Angleterre, 1738. Un garçon de 10 ans grimpe sur une colline. Son destin va changer la face du monde. Il va entreprendre 3 expéditions. Elles repousseront les limites de l'Empire britannique aux confins de la Terre. Pour beaucoup, il fut un héros. Pour d'autres, il n'était qu'un bandit. Il est tout simplement le plus grand explorateur de tous les temps, le capitaine James Cook. Il pouvait presque sentir la terre au-delà de l'horizon. Il savait d'instinct quelle direction il fallait suivre. C'était un marin très intuitif. Il était humble et humain, il était rationnel. Un héros moderne pour une époque moderne. Un héros éclairé et un homme de science. C'était l'un des hommes les plus illustres du monde occidental. Tout le monde voulait tout savoir sur lui, de l'impératrice de Russie au roi d'Angleterre. À sa mort, la Grande-Bretagne l'a érigé en symbole de sa puissance impériale. Mais au fil du temps, le mythe a été quelque peu écorné. Ses détracteurs voient en lui un conquérant impitoyable, la cruauté de l'Empire, l'affrontement des cultures, dans lequel les faibles ont payé le plus lourd tribut. Cook est arrivé avec une armée. Il est venu s'emparer de nos terres. Comme beaucoup, j'ai étudié l'histoire de James Cook à l'école. Au début, ça ne m'intéressait pas du tout. Pour moi, ce n'était que de la propagande pour un empire désuet. Le noble héros qui a découvert l'Australie et la Nouvelle-Zélande et qui a dressé les cartes de l'océan Pacifique. Puis un jour, j'ai lu quelque chose de différent sur le capitaine Cook. J'ai découvert cette femme, la femme derrière l'icône impériale, Elizabeth Cook, son épouse. Voici la seule image de cette femme d'exception qui nous soit parvenue. En 16 années de mariage, Elizabeth et James n'ont pas passé plus de 4 ans ensemble. Ils ont eu 6 enfants. Elizabeth les a tous enterrés. Seule. Elle survécut 56 ans à son époux. Juste avant de mourir, à l'âge de 93 ans, elle fait une chose étrange. Elle brûle toutes les lettres qui lui avaient écrites. La vie privée de cet homme très public part en fumée. Qu'aurait pu révéler ces lettres? Que cherchait à cacher Elizabeth? Alors, j'ai eu envie de partir en voyage sur les traces du véritable James Cook. Pour savoir si l'histoire a dit toute la vérité, pour aller au-delà du mythe, pour comprendre ce qui a poussé ce découvreur de génie à parcourir les océans. Mon enquête débute là où la vie de James Cook a commencé, très loin de la mer, sur les landes du Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre. Bonjour Cliff. Salut Vanessa. Alors comme ça, tu t'intéresses à James Cook? Cliff Thornton est le président de la société Capitaine Cook. C'est lui qui me servira de guide à travers le paysage qui a forgé le caractère du grand explorateur. James Cook est né dans le village de Marton, le 27 octobre 1728. Son père est ouvrier fermier et la famille vit très modestement. Quelques années plus tard, elle part s'établir à la ferme de Harry Holme,
non loin de Great Ayton. Le père de James vient d'y être embauché comme gérant. Le petit garçon n'a que 8 ans, mais très vite, il attire l'attention du châtelain, Thomas Cuttow. Cliff veut me montrer leur église. La sœur de James Cook s'est mariée ici et 4 de ses frères et sœurs y sont enterrés. L'agencement de cette simple église paroissiale nous donne un véritable aperçu de la structure sociale du XVIIIe siècle. Et la place de la famille Cook, James ne l'oubliera jamais. Il faut se rappeler que dans la plupart des villages anglais, l'église et le manoir du village sont très proches. Là-bas, vous avez Ayton Hall, la demeure du châtelain Thomas Cuttow. À cette époque, le châtelain ne passait pas par la porte principale. Il avait son entrée privée. Regardez, elle se trouvait là. Elle a été murée entre-temps. Il y avait là une porte qui donnait sur un escalier en bois. Il menait au balcon du premier étage, où se trouvait son banc privé. Cette église n'a pas beaucoup changé depuis l'époque de James Cook. Tenez, regardez ceci. C'était un poteau qui soutenait le balcon où s'asseyaient les Cuttow. De là-haut, ils avaient une vue sur l'assemblée où se trouvait James Cook et sa famille. Thomas Cuttow est le premier à déceler quelque chose de particulier chez le jeune James. Il décide de prendre en charge son éducation et l'envoie à l'école du village. Comme aujourd'hui, l'éducation peut changer le destin d'un homme. Le jeune garçon de ferme commence son ascension. Cette colline, proche de la ferme Derryholme, était le terrain de jeu favori de James. C'est là, pour la première fois, qu'il découvre le monde sous une autre perspective. On appelle cette colline Rosebery Topping. Elle domine toute la campagne environnante, jusqu'au village de Great Ayton. C'est d'ici que nous parviendrons les premiers indices sur sa personnalité. La première biographie de James Cook, qui date du début du XIXe siècle, le décrit comme un jeune homme têtu, mais pas antipathique. Encore des rumeurs, ou simplement la vérité? Probablement un peu des deux. Vous n'avez pas le vertige au moins? Non, c'est incroyable cet endroit. De ce côté, vous pouvez voir où le capitaine Cook, ou plutôt le jeune James Cook et sa famille ont vécu. C'est la ferme Derryholme. Et de l'autre côté, vous avez son jardin, en quelque sorte, Rosebery Topping. Grimper des collines est devenu un trait de caractère, une marque de James Cook. Il a fait ça toute sa vie, partout dans le monde. Quand il débarquait sur une île et qu'il s'y trouvait une colline ou une montagne, Cook grimpait dessus pour avoir une vue d'ensemble, pour scruter les environs, pour savoir où se trouvait la prochaine baie et où il y avait une barrière de corail. C'est l'endroit idéal pour un jeune garçon très indépendant, qui a parfois besoin d'être seul. C'est exact. La vue n'est pas très dégagée aujourd'hui, mais là-bas vous avez l'embouchure de la rivière Tees. D'ici, James Cook pouvait voir la mer et les voiles des charbonniers qui transportaient le charbon de Newcastle à Londres. Cet endroit lui a permis d'avoir un premier aperçu de la vie sur la mer. Un jeune homme têtu et indépendant découvre la mer. Il n'aura de cesse de s'en rapprocher. Une première étape est franchie lorsque Thomas Cuttow le place en apprentissage dans l'épicerie du village côtier de Stace. Deux ans plus tard, l'épicier emmène James un peu plus loin jusqu'au port animé de Whitby. C'est là qu'il prend sa décision. Il sera marin. Il est engagé comme apprenti chez un Quaker, propriétaire de bateau nommé John Walker. Avec Cliff, nous allons visiter la maison de John Walker, qui est aujourd'hui un musée dédié à James Cook. Ici, notre jeune homme de 18 ans promet de ne pas jouer aux dés, aux cartes, aux boules, à ne pas pratiquer la fornication, ni à se marier. En contrepartie,
John Walker s'engage à le loger, le blanchir et le nourrir et à lui enseigner l'art et les manières d'un marin. C'est ici que James Cook n'a pas joué au dé, Non. ni aux cartes, Non. ni aux boules, Non. et qu'il n'a pas pratiqué la fornication, Non, non. et qu'il ne s'est pas marié. Bien sûr que non. Ce n'a pas dû être le cas de tous les apprentis. Oui, ils n'étaient pas tous aussi vertueux que James. Même s'ils étaient sur Terre, ils étaient vraiment très proches de la mer. Il est difficile d'échapper à la mer à Whitby. Les apprentis dormaient à l'étage et la famille Walker occupait le rez-de-chaussée. Parlez-moi de la famille Walker. Qui étaient-ils? Après tout, c'était une famille de Quakers. À l'époque, Whitby comptait une communauté Quaker très importante. Les Quakers mènent une vie très simple, consacrée au labeur. Ils croient en la modération. Ces traits de caractère, ces valeurs, ont sûrement été inculqués à James Cook pendant son séjour ici, non? En effet, alors que beaucoup de capitaines qui naviguaient vers des contrées lointaines bombardaient les lieux pour asseoir leur pouvoir, James Cook avait une approche plus pacifique. Il essayait d'établir des relations amicales et commerciales avec les gens. Je pense que l'origine de cette attitude remonte au temps qu'il a passé ici. Aux alentours de 1746, James Cook est donc un garçon de 18 ans, travailleur et aventurier. Mais ce n'est pas tout. Il est également très doué et il attire l'attention d'hommes puissants et influents qui deviendront ses protecteurs. Au XVIIIe siècle, vous n'allez nulle part sans protecteur. Ce jeune homme silencieux et appliqué n'est décidément pas tout à fait comme les autres. James Cook apprend à naviguer sur la mer du Nord, qui est parmi les eaux les plus périlleuses de la planète. Les navires sur lesquels il a été formé étaient des Whitby Cats, les charbonniers de l'époque. Un jour, il emmènerait ces navires robustes et maniables aux confins de la Terre. Le port de Whitby attirait des jeunes d'Édimbourg, des îles Orkneys, ou même d'ailleurs en Grande-Bretagne, bien au-delà des frontières du Yorkshire. Car si vous étiez formé à Whitby, sur les navires de la côte Est, vous étiez sûr de connaître votre affaire. Au bout de 8 ans, John Walker propose à James Cook le poste de maître d'équipage. Mais contre toute attente, il décline la proposition. Il préfère rejoindre la Royal Navy à Londres en tant qu'apprenti marin, l'échelon le plus bas. Pourquoi? Cliff a une théorie à ce sujet. Pour la plupart des historiens, la raison de ce choix est simple. En 1755, c'est le début de la guerre contre la France. La marine doit s'agrandir pour faire face à la menace, et donc les chances de promotion étaient importantes. Mais moi j'ai remarqué un étonnant parallèle entre les dates. James Cook rejoint la marine de guerre britannique le 14 juin 1755. 2 jours plus tard, à peine 2 jours plus tard, son père obtient un terrain à Great Ayton pour sa retraite et pour y construire une maison. Je ne crois pas aux coïncidences. Pour moi, James Cook s'est engagé dans la Royal Navy parce qu'il a aussi bénéficié d'une compensation financière de la part du châtelain. Mais pourquoi Thomas Cuttow, le châtelain de Great Ayton, appuierait l'engagement de James Cook dans la Royal Navy? Il était fréquent que les châtelains accordent des aides financières à ceux qui s'engageaient volontairement dans la marine. Après tout, c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui part de son plein gré, sans l'intervention des press gangs, qui emmenaient les hommes par la force. James Cook a toujours dit que rejoindre la marine était pour lui une manière de faire fortune. Et son instinct ne l'a pas trahi. 1 mois plus tard, il est nommé second. Et en moins de 2 ans, il est promu maître d'équipage, le même grade que celui proposé par John Walker. La Navy du XVIIIe siècle était dominée par le népotisme. Pour être promu officier, il fallait savoir conjuguer savamment la chance et les relations. Pour y accéder, vous deviez être quelqu'un et vous deviez connaître quelqu'un.
Vous deviez avoir vos entrées. James Cook n'est pas entré dans la navire grâce à sa famille, mais par le mérite. Au XVIIIe siècle, c'était très inhabituel de gravir des échelons aussi rapidement et avec autant de succès. Et il ne le doit qu'à son talent. James Cook continue son ascension. En tant que second, il doit diriger les navires. Et au milieu du XVIIIe siècle, de quels outils dispose James Cook? Des cartes et des tracés pour commencer. Mais gardons à l'esprit que les cartes de l'époque n'étaient pas des documents aussi précis que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Regardez ceci, c'est une carte de Terre-Neuve, dessinée en 1698. Elle a l'air tout à fait correcte. Mais si on la superpose avec une image satellite, nous voyons combien elle est imprécise. On dresse une carte pour différentes raisons, pour mettre sur papier l'étendue de ses possessions ou pour faire payer des loyers et des impôts. Cette carte, par exemple, a été dressée pour montrer la voie vers les zones de pêche de Terre-Neuve. On accordait peu d'importance à la précision. Il s'agissait uniquement d'une référence. Mais à l'époque de James Cook, cette approche est en train de changer. La Grande-Bretagne élargit son empire, gagne de nouveaux territoires outre-mer et combat ses concurrents dans des batailles planifiées depuis Londres. On connaît peu ces territoires éloignés. Les seules références sont les cartes. Mais maintenant, les frontières entre les colonies des différents pays sont des armes pour le pouvoir et pour les diplomates. Cela implique des cartes précises, ce qui est bien plus facile à dire qu'à faire. Très vite, ce besoin va devenir urgent. En 1756, c'est le début de la guerre de 7 ans, un conflit majeur qui oppose la Grande-Bretagne à la France. Deux ans plus tard, James Cook, alors âgé de 29 ans, est envoyé en Nouvelle-France pour rejoindre la flotte britannique. L'objectif de la Grande-Bretagne, conquérir l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, la Nouvelle-France est le Canada. La première ligne de défense française est ici, dans la forteresse de Louisbourg. Cette campagne est un véritable tournant pour James Cook. La crique de Kennington est une plage mythique. Je suis bien d'accord, elle va changer la vie de James Cook. Victor Southron est un spécialiste de la période canadienne de James Cook. Les Anglais ont débarqué par surprise non loin de la plage de Kennington et ils ont gagné la bataille de Louisbourg. Mais pour James Cook, cette victoire est presque un détail. Cette plage est le point de départ du siège de la forteresse de Louisbourg. Le lendemain de la chute de la forteresse, James Cook retourne marcher sur cette petite plage. Il y rencontre un jeune homme appelé Samuel Holland qui utilise un instrument étrange. Cet instrument n'est autre que la planchette. La planchette est une révélation pour James Cook. Il comprend très vite qu'elle peut révolutionner la précision des cartes navales. Sa rencontre avec Samuel Holland sur la plage est donc un moment décisif dans sa manière de penser. Tout à fait, car l'utilisation de cet instrument pour le relevé des cartes maritimes a permis de gagner énormément en précision et en fiabilité. Supposons que nous placions une planchette ici et que nous prenions cette pierre comme objet de référence. Si vous pointez cet objet, vous mesurez cette distance ici et vous prenez un autre point de référence sur l'objet. Étant donné que vous connaissez cette distance, par triangulation, vous pouvez calculer ces deux distances-là. Ainsi, James Cook, Holland ou en réalité n'importe qui peut prendre tout objet du paysage et le transposer sur papier. En d'autres mots, ils peuvent lever un plan ou une carte précise. James Cook avait trouvé sa voie.
Jusqu'à présent, pour naviguer, les marins comme lui dépendaient des connaissances locales, de croquis sommaires et d'une liste de voies de navigation. Maintenant, en tant que cartographe, il allait pouvoir dresser des relevés d'une précision scientifique inégalée. Je trouve cet endroit fascinant. Et vous savez pourquoi ? C'est ici qu'on saisit vraiment tout le personnage de James Cook, avec cette planchette, sur cette plage. C'est ici même que James Cook, simple maître d'équipage, va devenir le plus grand navigateur au monde. Exactement ici, quand il contemplait pour la première fois cet instrument. James Cook et Samuel Holland sont devenus de très bons amis. Une amitié fondée sur l'amour pour cette nouvelle science, la cartographie. Quand la campagne militaire britannique s'arrête pour l'hiver, le capitaine de James Cook l'encourage à se perfectionner en réalisant le relevé des alentours. Une fois de plus, l'appui d'un supérieur va l'aider à progresser. La première carte qu'il a dessinée est conservée ici. Voici l'Institut hydrographique de Taunton dans le Somerset, en Angleterre. On y garde les cartes de chaque petit bout de côte de la planète. Et plus important encore, il recèle un document qui est pour moi l'un des plus importants au monde. Et le conservateur, Philip Clayton Gore, va me le montrer. Il est là ? Super, il est vraiment sublime. Il est extraordinaire. Voici le fruit de la rencontre entre James Cook et Samuel Holland sur la plage canadienne. C'est la première carte tracée par James Cook, un premier jet de la baie et du port de Gaspé sur le fleuve Saint-Laurent en 1758. Je trouve que c'est un travail remarquable, parce qu'il montre parfaitement le type d'information que James Cook veut apporter aux marins. Cette carte s'inspire du travail militaire effectué par Samuel Holland. Mais il va au-delà, en identifiant précisément les contours côtiers, au lieu de se contenter de donner aux marins des directions d'ordre général. C'est de l'art, de la science et de l'histoire, le tout sur un bout de papier. Et par-dessus tout, c'est un excellent outil de communication. James Cook acquiert une notoriété en tant que cartographe. Cet extraordinaire marin va démontrer qu'il est non seulement capable de mener les navires à bon port, mais qu'il peut aussi gagner des batailles. Il en donnera la preuve l'été suivant, en aval du fleuve Saint-Laurent, dans la capitale française, Québec. La flotte britannique qui remonte le fleuve est bloquée par une étroite et dangereuse passe appelée la Traverse. Le passage avait été balisé, mais tous les repères ont été enlevés par les Français pour empêcher les Anglais d'avancer. Le fleuve Saint-Laurent est un fleuve très dangereux encore de nos jours, alors imaginez au XVIIIe siècle. Le passage de la Traverse est l'endroit le plus périlleux. Il se trouve à l'est de la ville. La Traverse est un canal redoutable qui relie en diagonale la partie nord du fleuve à la partie sud. Il est très difficile à trouver et il est très étroit. Et un peu capricieux. C'est exact. C'est l'une des principales difficultés pour la navigation. On confie à James Cook la responsabilité d'assurer le passage des 141 navires anglais par la Traverse. Chaque nuit, lui et son équipe surveillent le fleuve pour trouver le passage secret. Le résultat de leurs observations a conduit à l'un des épisodes les plus dramatiques de la guerre. James Cook a l'idée d'envoyer une flottille de grandes chaloupes en éclaireur devant la flotte britannique pour trouver la Traverse. Il se sert des chaloupes comme de bouées de balisage de chaque côté de la Traverse. Il les fait amarrer, pas ancrées, juste amarrées de manière à ce qu'elles dérivent avec le courant du passage. La distance entre les chaloupes était à peine supérieure à la largeur du plus grand vaisseau de guerre. Et voilà Cook avec ses 141 bateaux franchissant la Traverse.
Cela a dû bien effrayer les marins français. Si j'avais été un officier français de l'époque, je me serais dit on est fichu. James Cook a réalisé un véritable exploit. Une fois la traverse passée, les Anglais débarquent, prenant de court leurs adversaires. La bataille qui s'ensuit sur les plaines d'Abraham assoit la domination des Britanniques au Canada. Pendant notre visite, nous assistons à une évocation de cette bataille sanglante jouée par des écoliers. En rouge, les Anglais. En bleu, les Français. C'était une bataille terrible, comme toutes les batailles, mais celle-ci était décisive, car elle allait sceller le sort de l'Amérique du Nord et en particulier du Canada. Et elle a révélé ce que James Cook avait déjà pressenti. C'est la cartographie qui a mené les Britanniques à la victoire. C'est exact. C'était une leçon tragique mais importante. James Cook reste au Canada pendant 1 an après la guerre et impressionne ses supérieurs par son génie et ses compétences dans l'élaboration de cartes navales. Après cette guerre, la Grande-Bretagne est devenue une grande puissance mondiale. James Cook a alors la chance de donner la preuve de son talent. Cette guerre a lancé la carrière de James Cook. Sans elle, il n'aurait pas pu évoluer aussi rapidement. Après 5 longues années à l'étranger, James Cook revient à Londres. Il a maintenant 33 ans et un avenir prometteur devant lui. Il est sur le point d'entamer un nouveau chapitre de sa vie. La Tamise était le cœur de Londres. Ses rives étaient remplies d'hôtels, pubs, entrepôts et la rivière grouillée de bateaux. Quand James Cook revient à Londres, il descend peut-être ici même et va directement à la Taverne Belle. Et la raison pour laquelle il se rend à cette taverne, c'est Elizabeth Batts. Il a remarqué cette jeune femme depuis longtemps déjà. Une légende affirme que Cook était présent lors du baptême d'Elizabeth et qu'il aurait dit « Si cet enfant survit, je l'épouserai ». Encore une légende sans fondement. Cook n'avait que 13 ans à l'époque et il habitait dans le Yorkshire, à des kilomètres de Londres où Elizabeth vivait. Cela montre toutefois la minutie que l'on accorde à l'histoire de Cook, qui aurait pu choisir sa femme à un âge très précoce. 8 semaines plus tard, ils se mariaient. Elizabeth sera Madame Cook pour les 72 ans à venir. Les cartes du Canada tracées par Cook sont tellement impressionnantes qu'il est nommé cartographe du roi à Terre-Neuve. À peine 4 mois après son mariage, il doit à nouveau traverser l'Atlantique pour dresser les cartes des nouveaux territoires conquis sur les Français. Vous ne pouvez pas régner sur quelque chose sans savoir où celle-ci se trouve, ni comment s'y rendre. C'est avec une carte que vous montrerez l'étendue de vos possessions. Un bon relevé et une bonne cartographie servent l'Empire mieux que n'importe quoi. La cartographie suit les bénéfices commerciaux et les bénéfices commerciaux suivent la cartographie. Avec ces cartes, James Cook établit que ce morceau de terre appartient au roi d'Angleterre, pas au roi de France. Les cartes de Terre-Neuve effectuées par James Cook sont extrêmement rigoureuses. C'est l'expression même de son caractère perfectionniste et de son goût pour la précision. Il se distingue par sa méticulosité et son dévouement à cette nouvelle science. Il est extrêmement minutieux, à la limite de l'obsessionnel.
Pour saisir l'envergure de son talent, revenons à la carte de Terre-Neuve de 1698, qui n'est pas, comme nous l'avons vu, très précise. Voici la carte établie par Cook en 1762, l'année où il a commencé à dresser la carte du territoire. Si on la compare à l'image satellite, elle ne correspond pas encore tout à fait à la réalité. Voici ce que Cook réalise 5 ans plus tard. Voilà une carte digne de ce nom. Regardez tous ces détails. Et si on la confronte à une image satellite, on voit à quel point elle est précise. Tellement précise qu'elle était encore utilisée au XXe siècle. Pendant plus de 200 ans, personne n'a pu faire mieux. Pendant son séjour à Terre-Neuve, une corne à poudre explose accidentellement dans la main de Cook. C'est cette cicatrice qui permettra 20 ans plus tard d'identifier son corps. Voici un portrait réalisé par John Weber, le peintre de bord du 3e et dernier voyage de Cook. Il montre un gant porté à la main droite pour cacher sa cicatrice. La seule coquetterie connue de Cook. Ce jeune fermier terre-à-terre du Yorkshire, la trentaine avancée, n'a pas seulement exploré le Nouveau Monde. Grâce à son talent de cartographe, il s'est rendu indispensable pour cet empire en perpétuelle expansion. Une qualité qui lui permettrait de commencer à gravir les échelons de la rigide société britannique. Il en était bien conscient. Regardez sa signature. Elle change. Il lui ajoute des ornements. C'est la signature d'un homme sûr de lui et qui se prépare à des jours meilleurs. La famille et les revenus augmentant, les Cook déménagent au numéro 7 d'Assembly Row, Mile End, dans une modeste mais respectable maison mitoyenne de cette zone périurbaine. Aujourd'hui, c'est un bruyant quartier de Londres, une ville qui semble avoir oublié qu'elle a accueilli un jour le plus grand explorateur du monde. Pas étonnant qu'il soit difficile de trouver l'homme derrière le mythe. Tout ce qui reste, c'est cette plaque sur le mur d'un immeuble. Sa maison a été détruite en 1959 pour construire une brasserie. Je me demande ce que penserait James Cook s'il voyait ça. Regardez-moi tous ces déchets. Ce n'est qu'une décharge et un parking. Beaucoup de choses de la fascinante histoire de James Cook se jouent ici, dans cette maison, ou dans ce qu'a été cette maison. Nous sommes en 1768. James Cook a maintenant 39 ans. Sa famille s'est agrandie. Sa femme, Elizabeth, a 27 ans. Le jeune James, 4 ans. Nathaniel, 3 ans, et la petite Elizabeth, 18 mois. La vie des Cook suit un schéma bien réglé. L'été, James Cook est à Terre-Neuve pour faire le relevé du territoire. Et l'hiver, il est à Londres où il peaufine ses cartes. Un jour, il est appelé à l'Amirauté, au quartier général de la Royal Navy. Depuis Mile End, il faut 2 heures de marche pour s'y rendre. Le Londres que Cook traverse est une ville en pleine mutation. La communauté de marins de Mile End où il habite est une sorte de village. Au fur et à mesure qu'il marche, il se rapproche du centre d'une ville en pleine effervescence intellectuelle et morale. Nous sommes au siècle des Lumières. C'est l'époque où tout sur Terre et la place de la Terre dans l'univers est organisée et mesurée. C'est une époque où la vérité se trouve à travers le télescope, le sextant ou la montre. La science est la nouvelle religion. Son temple, cet immeuble. Et son clergé, les astronomes. En 1768, ils sont obsédés par un événement qui aura lieu là-haut, à 40 millions de kilomètres. Vénus passera devant le Soleil l'année prochaine. Si les astronomes parviennent à saisir cet instant, ils seront en mesure de répondre à une question cruciale. Quelle distance sépare la Terre du Soleil ?
La réponse n'a pas qu'une valeur théorique. En 1768, les marins comptent beaucoup sur l'astronomie pour se guider. S'il manque la rencontre, il n'y en aura pas d'autre avant 105 ans. C'est pour cette raison que James Cook a été convoqué à l'Amirauté. La Grande-Bretagne veut montrer sa suprématie scientifique en organisant une expédition pour observer le transit de Vénus. C'est une mission qui requiert les talents d'un homme comme James Cook. L'Amirauté fournira un navire et James Cook sera son commandant. Il ne le sait pas encore, mais l'Amirauté a une autre idée derrière la tête. Un plan secret dont il n'aura connaissance que l'année suivante, quand il ouvrira à l'autre bout du monde des ordres scellés. Au XVIIIe siècle, un tiers de la Terre est encore inconnu. Et personne en Europe ne sait ce qu'il y a à l'extrémité de l'hémisphère sud. Mais il existe une légende, celle d'un grand continent austral. On a toujours l'espoir de trouver une autre Amérique. La découverte de l'Amérique a eu un impact considérable en Europe. Un nouveau continent apporterait peut-être les mêmes richesses que l'Amérique apporta à l'Europe. C'est une idée qui remonte à la Grèce antique. Pour les Grecs, la terre de l'hémisphère nord possède son équivalent dans l'hémisphère sud. Sinon, le monde ne serait pas équilibré. Au XVIIIe siècle, c'est l'ambition impériale et la soif de pouvoir et de richesse qui nourrit cette idée. Un empire, avide de terres à conquérir, aimait croire que le grand continent austral serait un Eldorado rempli d'or et de richesses inestimables. L'homme qui découvrirait ce continent connaîtrait une gloire éternelle. Pourquoi les éminences grises de l'Amirauté ont-ils choisi James Cook, un simple maître d'équipage? Seul un navigateur de talent trouverait ce continent. Et seul un cartographe doué rapporterait les meilleures cartes. Si ce lieu existait, ils savaient que Cook reviendrait avec l'information dont ils avaient besoin pour revendiquer cette terre. La Navy avait déjà choisi le navire, le Earl of Pembroke. Il s'agit d'un Whitby Cat, le même type de navire que celui sur lequel Cook s'est formé. C'est un gros rafiot. Il a le fond plat pour mouiller près des côtes sans risquer de chavirer. Il est large et il a une proue mal taillée. Il n'a pas une seule ligne harmonieuse, mais il a une grande qualité, sa fiabilité. Il pourra transporter une centaine d'hommes vers l'inconnu et les ramener à la maison. Il sera rebaptisé Endeavour. Et le jeune fermier du Yorkshire devient le lieutenant James Cook. Pour cette mission, le rang et la classe sociale n'ont plus aucune importance. Si vous voulez savoir ce qu'il y a de l'autre côté du monde, Monsieur Cook est l'homme de la situation. Et peu importe qu'il ne soit pas un gentleman. Il est propulsé dans une nouvelle sphère quand il est promu officier. À cette époque, l'establishment commence à donner des signes d'ouverture et accepte en son sein des personnes comme Cook, qui normalement auraient été méprisées. Le siècle des Lumières est une ère de raison dominée par l'envie de mesurer, de calculer, d'appliquer la philosophie et la théorie scientifique au monde connu. Son goût pour l'exactitude, sa détermination à réaliser des observations précises font de James Cook un navigateur de premier ordre. Les astronomes ont identifié une zone dans le Pacifique depuis laquelle James Cook peut avoir un bon point de vue pour observer le passage de Vénus. Le problème, c'est que ce lieu se trouve dans une zone vide sur leur carte. De fait, James Cook n'a pas de destination. Alors qu'il s'apprête à partir, le Dauphin rentre dans le port de Londres. 2 ans auparavant, ce navire avait été envoyé vers le Pacifique, et le voilà de retour avec des nouvelles extraordinaires. Ils ont trouvé une île, et pas n'importe laquelle.
L'équipage du Dolphin l'a décrit comme un paradis tropical. Mais ce ne sont pas les cocotiers qui ont retenu leur attention. Là-bas, vous pouvez obtenir les faveurs des femmes de l'île en échange d'un simple clou en fer. Il paraît que les marins britanniques ont enlevé tellement de clous au Dolphin que le navire a failli se disloquer. Tahiti met le monde en émoi, mais le plus excitant, c'est que Tahiti se trouve là où veulent aller les astronomes. Maintenant, James Cook a une destination, et il va avoir de la compagnie. L'une des figures les plus talentueuses et les plus enthousiastes des sciences britanniques, Joseph Banks. 25 ans et riche comme Crésus. Les jeunes hommes de sa catégorie apprennent la culture et le savoir-vivre lors d'un voyage initiatique en Europe. Mais Banks voit les choses en grand. N'importe quel clampin fait ça. Mon grand tour sera celui de la Terre entière. Joseph Banks a payé 10 000 livres pour faire partie du voyage. C'est comme si aujourd'hui, il se payait une place dans une navette spatiale. Joseph Banks était un passionné de science et d'histoire naturelle, en ce siècle des Lumières, d'innovation et de découvertes scientifiques. Il s'intéressait beaucoup à la botanique, au potentiel économique des plantes, et y voyait un moyen d'étendre l'influence et le pouvoir colonial de l'Angleterre de l'époque. En 1993, une réplique du Endeavour a été mise à la mer, 225 ans après l'original. C'est une réplique quasi parfaite du navire de James Cook. Si vous cherchez James Cook, le meilleur endroit pour le trouver, c'est ici, sur son bateau. Il est magnifique, bien qu'il soit plus petit que je ne l'avais imaginé. Mais regardez en haut, regardez le gréement. On dirait le royaume des toiles d'araignée. C'est ahurissant. Il y a presque 30 km de cordes. Le Endeavour est un bateau de très petite taille. Seulement 109 pieds de longueur, 35 mètres, à peine 3 autobus à la queue leu-leu, et l'équivalent d'un autobus en largeur. Et à son bord, pas moins de 94 hommes. Les bateaux de Cook étaient petits, mais ils pouvaient accueillir de grands équipages, ce qui signifiait que les marins étaient un peu serrés. Même les cabines des officiers étaient minuscules. Quant à l'équipage, la cale était littéralement bondée. La nuit, les hamacs se balançaient les uns sur les autres. Mais le Endeavour a un grand avantage. C'est un transporteur. Sa coque est vide, large, facile d'accès et de grande contenance. Il pourra transporter de grandes quantités de provisions. Toute la conception du bateau repose sur la charge. Vous pouvez emmener des vivres pour un très long voyage. Il n'y avait pas de vie privée, ni beaucoup de place pour les objets personnels. En réalité, l'espace pour les marchandises, la nourriture et les provisions étaient plus importantes que l'espace pour les hommes. Mais comment était réellement la vie à bord? Salut! Salut Penny. Comment ça va? Merci. Bienvenue à bord. Penny Kelly est l'officier en second sur la réplique du Endeavour. Elle m'emmène sous le pont dans le monde clos de la marine du XVIIIe siècle. Le vestibule du capitaine Cook et sa cabine. On a dû se cogner la tête plus d'une fois ici. James Cook mesurait presque 1,90 m et il a passé 3 ans de sa vie dans ce lieu exigu. Nous sommes ici dans la grande cabine. C'est déjà plus agréable. C'est un lieu fantastique, n'est-ce pas? Ça devait grouiller d'activités ici. Des philosophes, des taxidermistes, des domestiques, des artistes et James Cook en personne. C'était sûrement très animé et rempli de spécimens. C'est exact. Comme ces Banksia, ainsi nommé en l'honneur de Joseph Banks. Et voici la cabine de Sir Joseph Banks. Voilà ce que vous pouvez vous offrir pour 10 000 livres. Joseph Banks mesurait aussi plus d'1,90 m.
Il était le plus grand à bord. Et là, il s'est sûrement cogné la tête. Joseph Banks avait 2 domestiques africains, son peintre, ainsi que 2 chiens. Je crois que c'était des lévriers. James Cook avait un statut peu élevé dans la Navy. La présence d'un homme comme Banks, ainsi que d'un panel de scientifiques, de domestiques et de chiens dans un si petit vaisseau, en est un élément révélateur. Un officier plus reconnu aurait refusé la présence d'autant d'étrangers. Mais James Cook n'était pas en position de discuter. Le membre de l'équipage à avoir voyagé le plus fait partie de la jante féminine. C'est la chèvre du bateau. Elle a fait le tour du monde sur le Dolphin et la voilà repartie. Elle est devenue la chèvre la plus célèbre au monde. Les jeunes James et Nathaniel Cook font aussi partie du voyage, mais sur le papier seulement. James Cook les inscrit parmi les membres de l'équipage. Ainsi, il comptabilise des heures de navigation. C'est une manière pour James Cook de leur assurer leur avenir dans la Navy. James Cook veut leur garantir le point de départ dans la vie qu'il n'a jamais eu. Connaissant l'importance du patronage, il planifie déjà leur vie future. L'heure du départ a sonné. Le journal de bord de Cook est simple et direct. 26 août 1768, 14 heures. Nous sommes partis et avons pris le large avec 94 personnes à bord, y compris les officiers, les marins, les gentlemen et leurs domestiques. C'est un grand moment pour James Cook. S'il réussit ce voyage, sa renommée sera considérable. Le jour après le départ de l'Endeavour, Elizabeth donne naissance à leur 4e enfant, Joseph. Une fois au large, le nouveau lieutenant a son petit monde sous contrôle. Et voici un aperçu de la manière dont il exerce ce pouvoir. Les journaux de bord de James Cook font de nombreuses références à l'alimentation de ces hommes. Leur régime alimentaire l'obsédait. Ce n'est pas étonnant. La pire menace qui les guettait était le scorbut. Le scorbut est une terrible maladie causée par l'absence de vitamine C. Tout le monde ne le sait pas encore, même pas James Cook. Mais lui, il sait que ces hommes doivent manger de la nourriture fraîche. Chose impossible sur de longs voyages. Alors, il propose un substitut, la choucroute ou le chou aigre. Le problème, c'est que ces hommes refusent de le manger. Et franchement, je les comprends. Cook aurait pu sommer ces hommes de le manger. Il aurait pu les menacer de coups de fouet. Mais il a choisi une toute autre stratégie, la psychologie. Les hommes ne voulaient pas manger de choucroute, jusqu'à ce que je mette en pratique une méthode que je savais infaillible. Il fallait la servir tous les jours à la table des officiers. S'ils voyaient que leur supérieur appréciait la choucroute, elle deviendrait le mets le plus exquis au monde. Le scorbut est une maladie due à une carence alimentaire. Elle est causée par un manque de vitamine C dû à l'absence de légumes et de fruits frais. Votre santé se dégrade, vos tissus conjonctifs pourrissent, vos gencives saignent, vos dents tombent, votre haleine est atroce, de vieilles blessures s'ouvrent et vous mourrez d'une lente agonie. Elle affecte évidemment la santé des marins et par conséquent, elle met en danger la Navy. C'est là que nous voyons ses qualités de meneur d'hommes. James Cook était intelligent et intuitif. Il comprenait la nature humaine. Loin de lui l'arrogance typique du haut commandement. Il montrait l'exemple et savait gagner le respect et la loyauté de ses hommes. C'était une démarche résolument moderne et l'un des plus grands mérites de James Cook. Au fur et à mesure que je progresse dans mon voyage, je vois à quel point il était en avance sur son temps, bien loin de l'icône guindée que l'on nous décrit souvent. Ce voyage est pour lui une grande chance, et il va en tirer le meilleur parti.
Un mois après le départ du Endeavour, le petit Joseph meurt. Le premier de ses 6 enfants qu'Elizabeth Cook pleurera seule. 3 ans s'écouleront avant que James Cook apprenne la nouvelle. Son génie et sa détermination l'emmèneront dans des lieux que la plupart des Européens n'imaginent même pas. Après 4 mois de navigation, l'Endeavour contourne la pointe de l'Amérique du Sud et il rentre dans les eaux qui feront la gloire de James Cook, l'immense et mystérieux océan Pacifique. Il sait que sa première grande épreuve viendra sur une île paradisiaque. Mais il a aussi ses instructions secrètes qui l'enverront à la recherche de ce territoire de légendes et de richesses inimaginables. Il entrera en contact avec d'autres peuples et d'autres cultures. James Cook découvrira que son salut et celui de ses hommes reposent sur la compassion et la fermeté. En 1769, cela fait seulement 1 an que les Européens connaissent l'existence de Tahiti. C'est le paradis sur Terre. C'est le meilleur poste dont un rude marin de la Royal Navy puisse rêver. Les habitants sont accueillants, la nourriture est bonne, les femmes sont encore plus accueillantes. Vous pouvez vous offrir une nuit de plaisir en échange d'un clou en fer. C'est tout simplement enivrant. Mais le regard de James Cook est rivé sur les cieux. Vénus va passer devant le Soleil. Ce phénomène ne se reproduira pas avant 1 siècle. Saisir l'instant précis de cet événement permettrait de calculer la distance qui sépare la Terre du Soleil, une information précieuse pour les navigateurs. James Cook est arrivé 7 semaines en avance pour établir son camp et se préparer au passage de Vénus. Ils ont construit un fort exactement là où je suis et l'ont baptisé Fort Vénus. Avant de s'installer sur l'île, Cook a demandé la permission aux chefs locaux. Pour lui, il était essentiel d'entretenir de bonnes relations avec les habitants, et ces hommes étaient les premiers à l'approuver. Les Britanniques et les Tahitiens se découvrent mutuellement, et visiblement, ils s'apprécient. J'ai moi-même du mal à le croire. Les habitants de cette île semblent être résolus à vivre librement leur amour. Joseph Banks. Joseph Banks et les autres membres de l'équipage ont profité pleinement des faveurs des belles femmes de Tahiti. Cook est probablement le seul à s'être tenu éloigné de ce genre de choses. Banks, lui, s'intéressait autant aux femmes tahitiennes qu'aux spécimens botaniques. J'ai fait tout mon possible pour éviter la propagation des maladies vénériennes. Mais c'était peine perdue. Personne ne m'a soutenu sur le bateau. Cook était un homme droit. Ses comportements débridés offensaient grandement sa conception de la discipline. James Cook est également conscient d'une chose. Bien que leur séjour soit éphémère, il changera à jamais la vie des personnes qu'il rencontre. Mais pour l'instant, c'est un autre événement qui mobilise toute son attention. Le samedi 3 juin 1769, à Tahiti, les conditions météorologiques sont parfaites pour observer le passage de Vénus. James Cook et ses astronomes font partie d'un projet scientifique mondial qui comprend 76 sites d'observation de par le monde.
C'était un cartographe, un navigateur et un commandant de navire exceptionnel. C'était aussi un excellent astronome. Sans toutes ces qualités, il n'aurait jamais eu le poste. Le minuscule point noir mettra des heures à rejoindre le Soleil, des heures d'attente insoutenables. Son journal indique qu'il savait dès le départ que les calculs seraient faussés par un effet d'optique. Une ombre atmosphérique brunâtre a altéré les observations. En réalité, la mission était vouée à l'échec. Que le temps ait été au beau fixe ou que les nuages aient bouché l'horizon comme aujourd'hui, l'aventure n'avait aucune chance de réussir. James Cook devait se battre contre l'effet de la goutte noire. Imaginez que mon pouce et mon index sont le Soleil et Vénus. James doit commencer à prendre des mesures dès qu'ils commencent à se rejoindre. Mais au fur et à mesure qu'ils se rapprochent, juste avant le contact, un effet d'optique déforme leurs bords et les fait se toucher. Il est pratiquement impossible d'obtenir des mesures précises. De quoi rendre fou un perfectionniste comme James Cook, d'autant qu'il joue sa réputation avec ce voyage. Il ne fera plus aucune référence au passage de Vénus dans son journal de bord. Cet homme n'aime pas l'échec. Alors, plutôt que de s'avouer vaincu, il s'intéresse aux ordres scellés qui lui ont été confiés 1 an auparavant à Londres. Ces ordres commandent au capitaine Cook de résoudre le plus insondable mystère de la planète. En 1769, un tiers de la Terre est encore inconnu. Personne en Europe ne sait ce qu'il y a au sud, dans l'océan Pacifique, où se trouve James Cook. Le mythe du grand continent austral enflamme les imaginations. C'était la face cachée de la Lune, l'inconnu. Tout le monde rêvait du grand continent austral. On ignorait tout de cet endroit. Alors les spéculations allaient bon train. Il y aurait là-bas des richesses, de nouvelles civilisations qui les attendaient. Ce fantasme a poussé de nombreux pays à aller explorer le sud de la planète, dans l'espoir de découvrir un continent plein de ressources. Le grand continent austral est une légende et une idée tellement ancrée dans les esprits que même les meilleurs cartographes de l'Occident l'ont dessinée. Regardez ceci. C'est une carte hollandaise de 1659. Ici, vous avez l'ancien monde, une certitude géographique. Voici Terra Australis, une fantaisie géographique. Mais elle est dessinée avec une côte, des élévations et même des rivières et des noms de lieux. Elle est nommée Terra Australis Nondum Cognita, le grand continent austral pas encore découvert. Les puissances européennes se sont lancées dans une véritable course. Qui sera la première à le trouver, le cartographier et le posséder? À l'époque, les Espagnols considèrent que le Pacifique leur appartient, avec l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, les Philippines. La Grande-Bretagne a développé sa puissance maritime. Pour la première fois de son histoire, elle est en mesure de contrôler les routes commerciales du monde. Ils voulaient une base quelque part sur le continent austral, à partir de laquelle ils pourraient conquérir les marchés espagnols par le commerce ou la guerre. Le Britannique du XVIIIe siècle ne s'offusque pas d'un peu de violence dans ces échanges. Ce qui nous ramène à James Cook et à l'Endeavour, ancré exactement là. À son bord, les ordres secrets de l'amirauté. Considérant qu'il est concevable qu'un continent d'une grande extension puisse être découvert vers le sud, vous avez par la présente l'ordre de partir à la découverte du dit continent. La mission à Tahiti était un voyage scientifique. L'Endeavour navigue à présent vers les eaux inconnues du sud pour un véritable voyage de découverte. James Cook est enchanté par cette perspective, mais il n'est pas le seul. C'est aussi le rêve d'un jeune et très ambitieux gentleman à bord.
Joseph Banks est un riche aristocrate passionné d'histoire naturelle. Il a payé 10 000 livres pour faire partie du voyage, et il s'est véritablement pris au jeu. Il s'est fait tatouer, comme d'autres membres de l'équipage, une coutume tahitienne qui va vite conquérir la Royal Navy. Joseph Banks a collecté des milliers de spécimens, dont un bien particulier, un jeune Tahitien nommé Tupaya. Tupaya est un prêtre tahitien. Banks voit en lui un souvenir exotique qu'il pourra montrer à son retour. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas le garder comme une curiosité. Certains de mes voisins ont bien un lion ou un tigre. Joseph Banks. James Cook voit les choses sous un autre angle. Pour lui, Tupaya est effectivement quelqu'un de très spécial. Non pas pour son côté exotique, mais pour son savoir exceptionnel. Il connaît les mystérieuses eaux du Pacifique mieux que quiconque. Cook respectait énormément ses connaissances géographiques et ses talents de navigateur. Il lui a aussi servi de traducteur tout au long de leur séjour. Dès qu'il le peut, il se fie à l'expérience des autochtones. Contrairement aux autres officiers de son époque, il veut communiquer avec eux et s'inspirer de leur savoir. Tupaya a dessiné une carte pour James Cook. 2 hommes. L'un est le gardien du monde polynésien, l'autre un officier de marine de Sa Majesté. Et la langue qu'ils partagent est celle de la navigation. Le savoir de Tupaya est incroyable. Le peuple polynésien est celui qui a le plus voyagé au monde. Sa carte s'étend sur 2200 km sur l'océan. Tupaya affirme ignorer l'existence d'un continent ou d'une grande étendue de terre. Je n'ai aucune raison de mettre en doute ses dires. Leur longue quête les mènera à l'autre bout de la Terre. Sur le bateau, le capitaine Cook profite de la compagnie des scientifiques et des artistes. Des personnes qu'un homme de sa catégorie sociale n'aurait jamais croisées sur la terre ferme. Joseph Banks décrit la vie à bord de l'Endeavour. Si seulement nos amis en Angleterre pouvaient nous voir. Le docteur Solander est assis à la table de la cabine et il classe ses échantillons. Moi, je suis à mon bureau et j'écris ce journal. Notre principal objet de préoccupation est cette terre que, sans aucun doute, nous découvrirons prochainement. Joseph Banks. Au milieu de l'océan, nous voyons émerger une nouvelle facette de James Cook. Le contact de ces hommes instruits le stimule, même s'il est sans doute encore un peu intimidé. Il se laisse gagner par l'enthousiasme des gentlemen explorateurs et commence à s'intéresser à l'histoire naturelle. Des albatros, des puffins, des damiers du Cap volent autour du navire, ainsi que des centaines d'oiseaux plus petits que des pigeons. Leur dos est gris, leur abdomen blanc et la pointe de leur queue noire, avec une ligne foncée sur la partie supérieure des ailes. Dans cet immense espace, cet homme passionné qui dirige à la perfection un excellent navire sur un océan infini est en paix avec lui-même. Il est ici chez lui. James Cook se distingue de ses collègues parce qu'il vient du bas de l'échelle sociale. Il a été matelot, il a été dans la cale. Il a fait partie d'un équipage, il sait ce que c'est que recevoir des ordres. Il a su gagner le respect de son équipage, parce qu'il pouvait presque sentir quand le vent allait tourner, sentir la terre de l'autre côté de l'horizon. C'était un marin très instinctif. Le capitaine Cook doute fortement de l'existence du grand continent austral, à l'inverse de Joseph Banks et de beaucoup d'autres.
À Londres, Alexander Dalrymple est de cela. Il est ce qu'on appelle un géographe spéculateur. Cela peut sembler absurde, mais c'était une profession très respectée. Il a dressé une carte sur la base des voyages des navigateurs espagnols, portugais et hollandais dans le Pacifique. Regardez ici, il écrit « traces de terre » et ici « traces de continent ». C'est très alléchant. Alexander Dalrymple est un ami de Joseph Banks, et Joseph Banks est un adepte du grand continent austral. Il croit qu'ils vont le trouver d'un jour à l'autre. Une bonne poignée d'algues a été pêchée ce matin. Parmi elles, il y avait un morceau de bois recouvert de sertularia, de cyprès de mer. Nous avons en notre possession à présent un produit de notre terre promise, Joseph Banks. Cook est sceptique, mais il ne dit rien. Tous les ans, les graines qui poussent uniquement dans les Indes occidentales échouent sur la côte irlandaise ou écossaise. 1200 lieues séparent ces deux endroits. Peut-être sommes-nous tentés de voir ce que nous avons envie de voir. Ces deux hommes, qui pourtant travaillent si bien ensemble, ont des attitudes radicalement différentes vis-à-vis du grand continent austral. James Cook n'a fréquenté l'école que pendant 4 ans, mais il choisit l'approche scientifique. Il veut mesurer, toucher et dresser des cartes. Joseph Banks est un respectable naturaliste avec la meilleure éducation que l'argent peut acheter, mais il a une vision plus romantique. Joseph Banks voulait coûte que ce continent existe. James Cook était là pour accomplir un travail, et ce travail impliquait des faits concrets. Le capitaine Cook met le cap sur 40 degrés de latitude sud et il ne trouve rien, pas moindre trace du continent austral. Il consulte alors les ordres secrets qui lui disent « Si vous ne trouvez pas le grand continent austral, vous devez vous diriger vers l'ouest, jusqu'à ce que vous arriviez sur la terre découverte par Tasman. » En 1769, cette terre ressemble à cela sur les cartes. L'explorateur hollandais Abel Tasman l'avait nommée Statenland en 1642. Nombreux sont ceux qui pensent avoir là les côtes ouest du grand continent austral. Terre en vue! Le jeune Nick Young, à peine 12 ans, est le premier à voir la Terre. Imaginez son excitation. Était-ce le continent? S'agissait-il de la Terre découverte par Tasman un siècle auparavant? Tout le monde est d'accord pour dire qu'il s'agit bien du continent que nous recherchons, Joseph Banks. James Cook s'en tient au fait. Il se trouve sur la côte est d'une terre non identifiée. Le meilleur moyen de savoir s'ils sont bien sur le grand continent est de le demander aux personnes qui y habitent. Un peuple qui aura un profond impact sur James Cook. Cette côte mystérieuse est en réalité celle de la Nouvelle-Zélande, la terre des Maoris. Ils l'appellent Aotearoa, la terre du long nuage blanc. L'Endeavour jette l'ancre dans ce qu'on appelle aujourd'hui la baie de Gisborne, au nord de l'île. James Cook et Joseph Banks arrivent ici par cette rivière. Ils laissent leur barque à un groupe de jeunes garçons et commencent leur marche le long de la côte. Sur la colline, en face, quelqu'un les observe. T. Marot. T. Marot est le chef de la tribu des Nartés Oneone. Il ne parlera jamais à James Cook. Sa rencontre tragique avec les hommes de l'Endeavour en octobre 1769 résonne encore dans les esprits, plus de 200 ans plus tard.
Bonjour Barney, ravi de te connaître. Barney Tupara est un descendant de Temaro. Entre, je t'en prie. Merci beaucoup. Les Nartés Onéonés n'oublieront jamais le jour où leur chef rencontra l'homme blanc. Barney maintient le souvenir vivant. C'était un jour comme les autres. Le soleil brillait, le ciel était bleu. La montagne Titirangi reluisait d'un éclat doré. Soudain, Temaro entendit un grand vacarme sur la plage. Il décida de descendre et y jeter un coup d'œil. Il vit des gens, blancs comme des fantômes. Il n'en avait jamais vu de pareil. Ils portaient des vêtements qu'il n'avait jamais vus auparavant. Ils parlaient une langue qu'il ne pouvait pas comprendre. Il s'avança vers eux. Ils ont crié. Il a vu un bâton qui brillait au soleil. Il se demanda ce que c'était. Ils ont crié à nouveau, mais il ne pouvait pas les comprendre. Il a marché vers eux. Il y eut un autre cri. Puis, du bâton a surgi une lumière aveuglante. Et tout s'assombrit. Son nom était Temaro. C'était mon ancêtre. C'était un homme pacifique. Il était descendu simplement par curiosité. Pour nous, James Cook est venu avec une armée. Il est venu avec des mousquets. Il est venu en conquérant. Il est venu pour s'approprier nos terres. Le matin suivant, James Cook revient sur la plage et trouve le corps de Temaro, gisant encore sur le sable. C'était notre chef. Le voir mourir de la sorte n'a pas engendré de panique. Mes ancêtres ont simplement eu une vision terrifiante de ce qui pouvait leur arriver. Pour certains, sa mort est due au Makutu, un mauvais sort. C'est sans doute pour cela qu'ils ont laissé le corps ainsi pendant un certain temps. Le lendemain, James Cook revient à terre et il écrit qu'il a vu un groupe d'indigènes brandissant des armes au-dessus de leur tête et exécuter quelque chose qui ressemble à une danse guerrière. Ce n'était pas qu'une danse guerrière, c'était le Kapa Aka. Le haka que James Cook a observé était peut-être une expression d'agressivité, mais aussi une manifestation de joie et une démonstration de courage et de puissance. James Cook a probablement été le premier Anglais à voir un haka maori. Cela a dû être très impressionnant de faire face à ces guerriers menaçants. Ils auraient pu être venus pour venger leur chef assassiné. Ils n'avaient aucun moyen de savoir quelle réponse apporter à un haka. Et ce qui arriva ensuite est remarquable. Pour moi, c'est encore une preuve du courage exceptionnel du capitaine Cook, mais également de son extraordinaire intuition. Terakahu, qui était le chef des Kapa Aka descendus sur la plage, s'est probablement avancé pour le rencontrer. Le hongi est notre façon, à nous Maoris, de saluer les gens, indépendamment du fait que nous les apprécions ou pas. C'est une manière intime, douce et amicale de saluer quelqu'un. Ces deux gestes intuitifs calment les esprits, mais pas pour longtemps. Juste après le hongi, une chose inexplicable se produit. Terakahu prend l'épée. Nous ne savons pas pourquoi il a fait ça. Lui et ses hommes étaient sûrement très nerveux.
Et comme nous le savons, il a été abattu. Du côté britannique, on dit que Cook a recouvert le corps de Terracahu avec la veste rouge de l'un de ses marins. Est-ce que votre tradition orale en parle? Et est-ce qu'elle considère cela comme un geste de réconciliation? D'une certaine manière, ce geste signifiait probablement que ce qui venait de se produire n'aurait pas dû arriver, et que James Cook en assumait la responsabilité. J'ai conscience que la plupart de ceux qui n'ont pas vécu une situation similaire peuvent me blâmer, parce que j'ai tiré sur ces gens. Mais on ne peut pas attendre de moi ni de mes hommes que nous recevions des coups sans broncher. Rares sont les moments de l'histoire racontés des deux côtés. Barney et sa tribu voient les meurtres de Te Maro et de Terracahu comme les prémices des ravages des Blancs initiés par James Cook. Puis il y a la version de l'Empire, si vous voulez. James Cook et son équipage étaient au service du roi et de la nation. Ils étaient loin de chez eux. Le devoir du capitaine était de les garder en vie. Cette rencontre a mal tourné, mais nous savons, grâce au journal de bord, qu'il était tout à fait conscient de troubler et de provoquer les populations du Pacifique, et qu'il en était très inquiet. À 18h, nous avons levé l'ancre, et nous avons quitté la baie que j'ai baptisée Poverty Bay. Elle ne nous a rien apporté de ce que nous en attendions. Leur séjour ici a été un vrai désastre. James Cook a nommé ce lieu baie de la pauvreté, tant pour son sentiment de frustration personnelle que pour leur incapacité à y trouver des provisions. Le capitaine Cook se dirige à présent vers le nord, à la recherche de vivres et d'un lieu d'ancrage à l'abri. Il doit absolument trouver un moyen de communiquer avec les aborigènes pour obtenir ce qu'il veut et pour savoir s'il s'agit bien du grand continent austral. Mais cette fois, il procédera différemment. Il enverra d'abord Tupaya. L'équipage arrive à un endroit appelé la baie de Tolaga. L'Endeavour a jeté l'ancre juste là. James Cook a longé ce promontoire et il est allé dans cette crique pour trouver du bois et de l'eau. Son premier contact avec la Nouvelle-Zélande lui a appris une chose: le respect est la clé des échanges avec les Maoris. Durant notre séjour dans cette baie, nous avons commercé quotidiennement avec les indigènes. J'ai toléré que chacun achète ce qui lui plaît, sans limitation. Je savais qu'ainsi, les indigènes pourraient vendre à un bon prix tout ce qu'ils voudraient. En Nouvelle-Zélande, notre explorateur ne dresse pas seulement de nouvelles cartes. Il développe également de grandes qualités humaines. C'est le genre de lieu où l'on s'arrête pour réfléchir. J'ai dans mon sac un dessin fait par l'un des hommes, ou peut-être par James Cook lui-même. Regardez. Regardez les rochers ici. Et regardez ceux-là. La personne qui a fait ce dessin était probablement assise très exactement ici. Victor Walker appartient à la tribu Te Aitanga à Ahouiti, le peuple qui accueillit James Cook. Il m'emmène dans une grotte que j'ai toujours voulu connaître. Ça grimpe? Eh oui. Faites attention. Nous sommes juste au-dessus de la baie où James Cook a ravitaillé l'Endeavour. Oui, c'est ici. C'est la grotte de Tupaya? Tupaya est venu s'installer dans cette grotte? Oui, en effet. Alors Cook jette l'ancre ici, mais vous ne vous vengez pas en lui mettant une bonne raclée. Ce qu'il aurait bien mérité. Oui, probablement. Il vous envoie son meilleur atout, Tupaya, le Polynésien. Est-ce que votre peuple savait qu'il s'agissait d'un prêtre? Apparemment, ils se comprenaient. Ils pouvaient se parler.
Il a probablement fait des incantations, raconté des histoires ou des légendes qui ont séduit le cœur des sages de l'époque. S'asseoir ici et écouter quelqu'un comme lui a sûrement été une expérience fabuleuse. Il y a donc une différence entre Poverty Bay, Gisborne, où la visite de James Cook a été un fiasco, et ici. Absolument. Cette nouvelle rencontre s'est mieux passée grâce à l'intervention de Tupaya. Les anciens ont probablement pris la décision d'être accueillants et amicaux et de satisfaire leurs demandes. Avec l'aide de Tupaya, tout s'est fait en douceur. Ce qui montre bien la force et le charisme de Tupaya. Oui, et c'est en partie pour cette raison qu'on a demandé aux jeunes femmes de la tribu de lui tenir compagnie. Être avec quelqu'un comme lui a dû être un choc pour elles. Elles passaient du temps avec un homme qui avait des connaissances incroyables, qui possédait un bateau immense et avait tous ces visages pâles qui tournaient autour de lui. Pas étonnant que vous ayez eu toute une petite ribambelle de petits Tupaya 9 mois après le départ du bateau. Le bateau est parti et depuis des générations, nous avons tout plein de petits Tupaya qui courent partout. Cinq jours après son arrivée, le 29 octobre 1769, James Cook quitte la baie de Tolaga et continue l'exploration de cette nouvelle terre. Un jeune garçon, Te Oreta, fait une description de James Cook. Il y avait un homme qui était le supérieur du bateau. On voyait bien que c'était vraiment lui le chef. Souvent, les étrangers parlent beaucoup. Lui, il ne disait pas grand-chose. Il est venu vers nous, les enfants, et il a tapoté nos joues et nos têtes en nous parlant d'une voix douce. Ce chef faisait des dessins sur le sable, en montrant le rival. L'un des anciens a dit « Il veut savoir quelle est la forme de notre terre. » James Cook est à présent convaincu qu'il s'agit d'une île et non pas du grand continent. Mais Joseph Banks et les gentlemen se cramponnent à leurs convictions. Pour eux, il s'agit bien de la grande découverte qu'ils attendaient. James Cook décide de mettre fin aux spéculations en dressant une carte d'une grande minutie. Pendant 6 mois, il va relever le contour des 2 îles que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Nouvelle-Zélande et revendiquera la propriété britannique sur elle. Sa carte est un vrai chef-d'œuvre. C'est simplement la plus extraordinaire carte hydrographique jamais réalisée. Elle est très originale, elle est à très grande échelle, elle a été tracée en très peu de temps et avec une précision remarquable. À l'époque, c'est un travail sans pareil. Posséder les capacités et les techniques pour dresser des cartes aussi précises, avec Cook à la tête de la cartographie, place la Grande-Bretagne et la Royal Navy très loin devant leurs rivaux. James Cook est maintenant sûr de lui et joue sa carte maîtresse. Le niveau social et l'éducation ne comptent plus. Il peut maintenant se confronter à Joseph Banks et aux continentalistes. J'ai appelé les officiers et les gentlemen sur le pont, et je leur ai demandé s'ils admettaient qu'il s'agissait bien d'une île. Nous avons été obligés d'abandonner notre premier objectif, le grand continent. Je crois fermement qu'il existe. Mais si on me demande pourquoi j'y crois, je dois reconnaître que j'ai peu d'arguments. Joseph Banks. James Cook était très fier de sa carte de Nouvelle-Zélande. C'est une référence dans l'art et la science de la cartographie. Elle est tellement précise que certaines parties étaient encore utilisées au milieu du XXe siècle. Mais c'est assez caractéristique du travail de James Cook. La carte de la Nouvelle-Zélande est à présent achevée. Il peut rentrer chez lui. Mais par quelle route ? Le meilleur moyen serait d'aller vers l'est. Voici la Nouvelle-Zélande. Il se dirigerait vers l'est en cherchant à nouveau le grand continent austral. Puis il passerait la pointe de l'Amérique du Sud et ensuite direction Londres. Mais l'Endeavour est en très mauvais état. Il ne pourrait pas supporter un autre tour par l'océan du Sud. L'autre option est de partir vers l'ouest
Voici la Nouvelle-Zélande. Et ici, le cap de Bonne-Espérance, en Afrique. Mais il écrit dans son journal qu'aucune découverte ne pourra être effectuée par cette voie. James Cook a une autre idée derrière la tête. Voici la Nouvelle-Zélande. Juste à côté, au nord-ouest, se trouve cette vaste étendue de terre appelée la Nouvelle-Hollande et dont le relevé de la côte est n'a pas encore été effectué. Le lieutenant Cook part en exploration. Nous sommes en avril 1770. James Cook n'a pas vu sa famille depuis plus de 18 mois. Il a raté le 7e anniversaire de James, le 6e de Nathaniel et le 3e de la petite Elizabeth. Il pense qu'il a raté l'anniversaire du petit Joseph. Il n'a aucun moyen de savoir que Joseph est décédé 1 mois après son départ d'Angleterre et que 15 mois s'écouleront avant qu'il ne rentre chez lui et qu'il apprenne la nouvelle. Entre-temps, Cook planifie son futur. Non content d'avoir prouvé que la Nouvelle-Zélande n'était pas un continent, il pense déjà à un 2e voyage dans le Pacifique. Il veut à tout prix connaître la vérité sur le grand continent, d'une manière ou d'une autre. À peine 3 semaines plus tard, James Cook aperçoit la Terre qui lui donnera sa place dans l'histoire. Les 9 jours suivants, l'Endeavour naviguera vers le nord à la recherche d'une petite baie à l'abri des vents. On arrive toujours à la Nouvelle-Hollande par cette baie. C'est aujourd'hui l'emplacement de l'aéroport de Sydney. La Nouvelle-Hollande s'appelle aujourd'hui l'Australie. James Cook jette l'ancre de l'Endeavour juste à cet endroit. Et tandis qu'il est conduit sur la côte, il a une idée. Il sait que l'histoire se souviendra du premier homme à toucher le sol. Il se tourne alors vers le cousin de sa femme, second pilote de 17 ans. Il s'appelle Isaac Smith. Il lui dit « Isaac, tu descendras en premier ». C'est exactement ici que Cook a débarqué. Et comme sur un lieu sacré, on trouve une plaque commémorative en l'honneur d'Isaac Smith, et juste là, un monument à la gloire de James Cook, et un peu plus loin, un autre à la mémoire de Joseph Banks. Joseph Banks et son compagnon naturaliste, le docteur Solander, sont émerveillés par la Nouvelle-Hollande. Tout est tellement différent de ce qu'ils ont vu jusqu'ici. Les espèces qu'ils ont trouvées sur la côte est de l'Australie étaient inconnues des scientifiques européens, et bien sûr de Joseph Banks et du docteur Solander. En lisant le journal de bord, on sent bien leur enthousiasme. C'était une autre partie du monde qui s'offrait aux naturalistes. Les scientifiques ont rassemblé plus de 130 échantillons d'espèces de plantes inconnues. L'une de ces plantes fut nommée en hommage à Joseph Banks, Banksia. Mais James Cook est perplexe. Il n'a encore vu aucun habitant. À la différence des Tahitiens et des Maoris, les résidents de la Nouvelle-Hollande font clairement sentir qu'ils ne veulent rien savoir des visiteurs blancs. J'ai vu certains aborigènes, mais ils ont pris la fuite dès que je me suis approché. Ni nous-mêmes, ni Tupaya ne comprenons un seul mot de ce qu'ils disent. Nous avons rencontré de jeunes enfants, mais nous n'avons pas pu établir de contact avec eux. Je crois que les aborigènes les ignoraient tout simplement.
Tout ce qu'ils voulaient, c'était qu'ils partent au plus vite. Tupaya était dans le bush avec Cook, mais il ne parlait aucune langue aborigène. Si ça avait été le cas, les choses auraient pu tourner très différemment à Botany Bay. S'ils avaient pu communiquer, voici ce qu'ils se seraient dit. Tupaya aurait expliqué que les Britanniques voulaient accéder à leur pays. Ce à quoi ils auraient répondu, il n'est pas à vendre. 8 longues journées se sont écoulées. Aucun contact n'a pu être établi entre les deux cultures. James Cook passe son temps à dessiner la baie sur la carte du monde. Joseph Banks et les scientifiques, eux, remplissent la grande cabine à ras-bord. James Cook avait nommé ce lieu Stingray Bay à cause de la raie qu'ils avaient capturée. Mais il est revenu sur son journal et lui donna finalement le nom de Botany Bay. Cook réécrivait, reformulait, éditait son journal des jours, voire des semaines après. Il voulait que son rapport à l'amirauté soit plus qu'un récit de voyage. Souvenez-vous, il prépare déjà son prochain voyage de découverte. Il voulait montrer que James Cook était capable de grandes choses. Mais avec cette visite, James Cook a déjà fait plus qu'il ne croit. 16 ans plus tard, la Grande-Bretagne va se rappeler de l'existence de Botany Bay. Vers 1780, les prisons anglaises sont tellement pleines que les criminels sont enfermés sur des bateaux-prisons qui naviguent sur la Tamise. Alors qu'on pourrait les emmener loin, très loin, à Botany Bay. James Cook n'y reviendra jamais, mais son nom sera rattaché pour toujours à Botany Bay après son annexion à l'Empire britannique. Pour les Australiens, James Cook reste le héros britannique qui a découvert leur pays, et un héros qu'ils revendiquent. En 1934, un agent immobilier un peu rusé du village de Great Ayton, dans le Yorkshire, a vendu la maison du capitaine Cook à l'Australie. Elle a été reconstruite à Melbourne. Mais il y a un petit problème. Cette maison n'a jamais appartenu à James Cook. Elle a été construite par son père des années après le départ de James. Une maison que James Cook n'a jamais habitée, située dans un lieu qu'il n'a jamais vu. Mais le culte du capitaine Cook avait trouvé son sanctuaire. It was at this desk that Cook prepared the details of many of his explorations and wrote the reports of his voyages of discovery. And there's still a simple charm about the hallway. Pour moi, cette maison en dit long sur la manière dont nous écrivons l'histoire et fabriquons nos légendes. Tant l'Australie que l'Empire britannique se sont appropriés James Cook et en ont fait une icône impériale, le découvreur de l'Australie. Oser dire que les Hollandais ou tout autre Européen aient pu tracer le contour de ces côtes avant lui était un sacrilège. Un homme comme James Cook, qui ne croyait que dans les faits réels, en aurait été consterné. Cela m'amène à cet homme, George Collingridge, un de mes aïeuls, qui vient jouer les troubles fêtes. Je suis tombée sur lui complètement par hasard quand je creusais le passé de James Cook. En 1895, George publie un livre qui provoque un véritable scandale. Il conteste le fait que James Cook ait découvert l'Australie. Selon George, les Portugais sont arrivés les premiers, au moins 250 ans auparavant. Pour l'Australie de 1890, déterminée à faire partie de l'Empire britannique, c'était une hérésie. Les preuves de George reposent sur une série de cartes du XVIe siècle, connues sous le nom de cartes de Dieppe. Ces cartes prétendaient montrer une terre très similaire et située au même endroit que l'Australie, appelée la Grande Jave. Les cartes de Dieppe suscitent la controverse encore de nos jours. Aucune des thèses n'a encore été prouvée, ni dans un sens, ni dans l'autre. En 1890, George Collingridge soulève un lièvre. D'après lui,
les historiens de l'époque mettaient trop en valeur les explorations britanniques, aux dépens de nombreux voyages effectués par les Portugais et les Espagnols. L'histoire a donné la première place à James Cook. Le 6 mai 1770, une fois son travail terminé à Botany Bay, il commence à relever la côte est de la Nouvelle-Hollande. Pendant 3 mois, il fera le tracé méthodique de cette terre inconnue. James Cook a reçu l'ordre de faire des cartes précises de toutes les terres qu'il rencontrerait. Idéalement, cela impliquerait de débarquer et d'effectuer des observations sur le terrain, mais cela prendrait des années. Il décide de faire ce qu'on appelle de l'arpentage mobile. Cela consiste à prendre des références et des mesures à partir d'un navire en mouvement. C'est un travail très minutieux. James Cook est dans son élément. Mais imaginez la pression qui devait peser sur son équipage. Leur commandant ne leur accordait aucune halte. Pas de fond! Kit Woodward est sondeur à bord de la réplique de l'Endeavour. Qu'est-ce que vous faites ? Je jette la sonde vers l'avant du bateau pour sonder le fond marin. Je le balance d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il touche le fond. C'est comme ça que je sonde le fond en tapotant 1 ou 2 fois, comme ça. C'est-à-dire ? Sur une extrémité du plomb, il y a normalement une boule de suif. Ça permet de garder l'empreinte du fond marin, du sable ou des coquillages cassés. Ça vous donne une idée du type de fond. Et comment connaissez-vous la profondeur ? Avec les marques sur la sonde, il y a une brasse entre chacune d'entre elles. Ça fait combien ? 2 mètres ? 1,83 m. La brasse est une ancienne unité de mesure. Et Cook s'est servi de cet instrument. Il a fait un travail extraordinaire. Il a sondé toute cette zone. Presque 2000 km de relevée. Ça relève de l'exploit ? Oui. Beaucoup de gens sous-estiment le travail de Cook. Mais il a été certainement l'un des plus grands navigateurs et cartographes de son temps. Effectuer des relevés n'a rien de passionnant. Ce qui est intéressant dans l'exploration, c'est d'aller à terre, et les membres de l'équipage le savaient bien. Ils avaient été à Tahiti, c'était fantastique. On peut y retourner, s'il vous plaît ? Ah non, nous avons affaire ici. Ça a naturellement créé des tensions. Cette nuit, en plein milieu d'un tour de garde, une très étrange aventure est arrivée à M. Walden, mon secrétaire. Il avait bu la veille. Des personnes malveillantes, et tout le monde en fait, a profité de son ivresse pour lui couper les 2 oreilles pendant son sommeil. Cook est furieux. Ces pratiques sont à mes yeux très dangereuses lors d'un tel voyage. Elles sont la pire insulte qui puisse être faite à mon autorité sur ce navire. Et il poursuit. J'ai toujours été disponible pour écouter toute plainte contre quiconque sur le navire. James Cook, qui voulait être un bon capitaine, a pris l'incident comme une insulte personnelle. Tout le monde n'était pas aussi acharné que lui. Cela faisait des années que les marins étaient en mer, et là, ils avançaient pas à pas devant cette satanée côte, sans jamais pouvoir la toucher, pendant que leur capitaine faisait des mesures scientifiques que la plupart d'entre eux ne comprenaient pas. James Cook avait mis tous ses espoirs et ses ambitions dans ce voyage, mais après 2 années de navigation difficile, l'équipage veut simplement rentrer le plus vite possible. L'humeur de l'équipage est le dernier des soucis de James Cook. Le sondeur révèle des écarts significatifs entre bas-fond et haut-fond. Il n'a aucun moyen de le savoir, mais en longeant la côte de la Nouvelle-Hollande, le capitaine Cook met en danger toute l'expédition. Il va droit dans un piège, la grande barrière de corail. Une sorte de terrain miné, avec des coraux sur plus de 200 km.
James Cook poursuit son voyage. Il se demande s'il va réussir à contourner les dangers de la côte. Le 11 juin 1770, le sondeur donne son rapport. Eau profonde. Mais avant qu'il ait pu crier sa mesure suivante, l'Endeavour percute un récif. Il y a 100 marins à bord de l'Endeavour. Les magnifiques dessins de Sidney Parkinson. L'inestimable collection d'histoire naturelle de Joseph Banks. Les observations sur le passage de Vénus. Les cartes des côtes néo-zélandaises et de la côte est de la Nouvelle-Hollande. Le contenu de ce navire n'a pas de prix. Tous les regards se dirigent vers James Cook. Il est face à son plus grand défi. Demain soir, nous retrouverons le capitaine Cook. Au programme, deuxième volet du portrait intime de l'explorateur et suite de notre grand film d'aventure.